Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV. Comme tous les lundis soirs, la grande messe du football néo-aquitain, le foot féminin, le foot pro, le foot amateur et gros programme. Ce soir, vous allez le voir avec la D1 Arkema qui est de retour. On va parler également Ligue 2 avec des résultats mitigés pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine en attendant l'affiche de ce soir entre Niort et l'AS Saint-Étienne. On va parler du National 2 et du National 3 avec de très belles opérations pour deux clubs, Bergerac, Périgord, mais également le FC Libourne. Et puis, on va parler du septième tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec tous les résultats avant un dossier, le dossier de la semaine consacré au foot en marchant. LFNA TV numéro 73, c'est parti. Et on débute, galanterie oblige avec le foot féminin et la D1 Arkema. Il y avait ce week-end la 12e journée, vous le voyez, avec le 200e match de la joueuse de Soyaux, Laura Bourgoin. Soyaux qui était opposée à l'Olympique lyonnais au stade Léo Lagrange et qui malheureusement a perdu pour ce 200e match de son attaquante. Défaite 3-0 face aux Gaunes grâce notamment à des réalisations des internationales Amandine Henry et Wendy Renard. On écoute tout de suite dans LFNA TV les réactions des différents protagonistes, à commencer par le coach de l'ASJ Soyo, Michel Bradaya, interrogé au micro de Toumina Siri. Oh, défaite logique, hein. Après, je trouve que la première mi-temps était très consistante. On a vraiment bien évolué tactiquement. C'est ce que je demandais en bloquant entre autres une joueuse au milieu de terrain qui est une top joueuse. Ça a bien fonctionné. Ce que je regrette, c'est les transitions offensives. On manque de justesse, mais elles étaient inquiètes. On a vu qu'elles étaient inquiètes par rapport au terrain déjà, qui était la surface est compliquée à jouer. C'était pour les deux équipes. Et ensuite, les deux buts qu'on prend. C'est dommage parce que on le travaille. C'est dans la trajectoire, on n'était pas. Elle marque deux fois. Ça m'embête. Ouais, ça m'embête vraiment. Après, en deuxième mi-temps, on a bien vu que c'était compliqué. Je fais des changements aussi pour soulager certaines joueuses. J'ai quand même eu une blessée qu'on a préféré ne pas faire jouer, entre autres un Siga qu'on a laissé sur le banc et qui n'est pas rentré. Parce qu'on a des échéances importantes, on le sait, dès la semaine prochaine à Rodez. Donc moi, dans l'ensemble, je suis très content quand même. On n'a pas 3 points, on n'a pas 1 point, c'est sûr. Mais dans le contenu, c'est largement mieux que ce qui était fait au début. Donc on est sur le bon chemin, mais il ne faut pas perdre de temps. De son côté, belle opération pour l'Olympique lyonnais qui reste dans la course au titre à 1 point seulement du leader, le Paris Saint-Germain. On écoute maintenant la réaction de l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. C'est Sonia Bonpastor qui était au micro de Toumina Siri. Oui, écoutez, je suis forcément satisfaite du résultat. Avant le match, on savait que c'était un retour pour nous au championnat en ce début d'année. C'est important puisque Paris est devant et ils ont joué hier voilà, de gagner et de recoller au classement. Donc ça, c'est atteint. Alors, je suis satisfaite, comme je disais, du résultat. Après, dans le contenu, bien évidemment, qu'on aurait aimé avoir beaucoup plus de justesse technique, mieux faire circuler le ballon et faire preuve d'un peu plus d'efficacité, même si on a eu les occasions. Et aujourd'hui, 3-0, mais je pense qu'on peut, sur la fin du match, être facilement à 5-6-0, sans manquer de respect à notre adversaire direct. Donc oui, dans le contenu, de toute façon, il y aura toujours des choses à améliorer et on a beaucoup d'humilité par rapport à ça. C'est notre philosophie, on s'appuie sur le contenu de nos matchs pour travailler de semaine en semaine et essayer d'améliorer les choses. Maintenant, comme je disais, c'est sûr qu'avec la qualité du terrain aujourd'hui, c'était pas facile. Ça pouvait être un vrai match piège qu'on a su éviter et c'est important. De leur côté, les Girondins de Bordeaux ont battu Dijon, victoire 2-0 avec des buts des deux Maël Seguin et Maël Garbino. Vous le voyez, Maël Garbino a, à l'occasion de cette rencontre, reçu son trophée de joueuse du mois de D1 Arkema. C'était la meilleure joueuse du mois de novembre. Une victoire qui permet aux Bordelaises de se replacer en 6e position alors que Soyaux, de son côté, est toujours dans le bas de tableau. Bordeaux qui se déplacera à Reims samedi à 13h45 alors que Soyaux visitera à la même heure le club de Rodez. On passe tout de suite à la Ligue 2 avec la 19e journée de championnat et un week-end plutôt décevant malheureusement pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Vous le voyez, un but partout entre les Girondins de Bordeaux et Amiens, 1-0 pour Bastia face à Pau. Bordeaux qui a concédé
Donc un score de parité à domicile malgré l'ouverture du score face à Amiens, ouverture du score de l'inévitable Josh Maja à la 42e minute sur penalty, égalisation à la 92e minute d'Agen. Un scénario difficile à digérer pour le coach des Girondins, David Guillon, qui était en conférence de presse d'après-match au micro de notre envoyé spécial Christophe Monzi. Je ressens évidemment de la déception pour mon groupe, pour mes joueurs, avec l'investissement que l'on a fait par rapport à ce match. C'est vrai qu'on est déçu parce qu'il y a tellement eu, pendant ces 12 jours, avec ces 4 matchs, on s'est mobilisé, on a mobilisé tout le groupe et puis on voulait évidemment bien terminer avec une victoire. Elle nous tendait les bras et malheureusement à cette 92e nous a été fatale. Donc c'est dur à digérer en effet. David Guillon, l'entraîneur des Girondins, au micro de Christophe Monzi. De son côté, le Pau FC a été défait sur la pelouse de Bastia. Défaite 1-0 pour les hommes de Didier Tolo, désormais 15e du classement. Et puis les Chamois niortais, eux, jouent ce soir à 20h45. Ce sera au stade René Gaillard face à l'AS Saint-Etienne. En cas de victoire contre la lanterne rouge du championnat, les Chamois pourraient enfin sortir de la zone rouge, mais Rui Almeida, le coach niortais, se méfie d'un adversaire qui, selon lui, n'est pas à sa place. C'est une grosse équipe. Regarde qu'ici, en Portugal, tout le monde joue match contre. Je ne me trompe pas, Saint-Etienne, c'est la 12e équipe du championnat de football français avec plus de titres. Je ne me trompe pas. Donc, je me rappelle jeune, regarder Saint-Etienne a gagné le titre en France. Donc, même avec. Ils ont tombé sur une division différente, ils ont sur un moment différent sur le club. Le début du championnat n'a pas été ça a été rêvé pour les clubs, mais l'important c'est maintenant. Et maintenant, le football c'est toujours le maintenant, aujourd'hui. Et aujourd'hui, pendant les dernières 12 semaines, le club a pris 4 joueurs. L'objectif c'est clair. Revenir sur le classement le plus vite possible. Donc, seulement qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est que sur le prochain match, qu'ils vont réussir avec ces objectifs. C'est à nous, entrer, concentrer, engagés sur les missions les missions individuelles et collectives, mais c'est sûr, mais plus ce qu'il faut faire avec ce match. Et vraiment focaliser sur les difficultés que nous allons avoir, trouver pendant le match, mais plus, c'est vraiment important, qu'est-ce qu'on va faire sur le match, pour gagner le match. Et ça, vraiment, nous avons une stratégie, bien sûr, pour le match, comme tout le match, mais celui-là, bien sûr, pour répondre à votre question, c'est toujours même qu'on ne veut pas passer ça. Un match comme Saint-Etienne, c'est un match toujours différent, bien sûr. Rui Almeida, le coach portugais des Chamois niortais, qui joue dans un peu plus d'une heure maintenant au stade René Gaillard. Match de clôture de la journée de Ligue 2. Niort face à Saint-Etienne. Coup d'envoi à 20h45. Pour rappel, la prochaine journée de Ligue 2 aura lieu le week-end du samedi 28 janvier en raison des 16e de finale de la Coupe de France qui vont avoir lieu ce week-end. Il reste 2 clubs de la région Nouvelle-Aquitaine encore engagés à ce stade de la compétition, à savoir Niort et Pau, qui vont jouer dimanche. Ce sera à 18h30 dans les 2 cas. Le Pau FC va se déplacer sur la pelouse du LOSC après avoir fait tomber Montpellier, alors que les Chamois niortais, eux, vont recevoir dans le même temps la JOCR, là aussi un club de Ligue 1. On passe au National 2 avec les résultats de la 15e journée du groupe D concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Superbe victoire et belle opération, vous allez le voir, au classement de Bergerac-Périgord qui bat Andrézieux Boutéon 2-0. Victoire de Trélissac 1-0 face à Angoulême Charente dans le derby néo-aquitain. La défaite du Gol FC à domicile 2-0 face aux Herbiers. Une défaite qui a des conséquences au classement, on va en parler dans un instant. Et puis le FC Chamalières a battu le Stade Bordelais 4-1. Justement, les conséquences nombreuses au classement après cette journée, avec un resserrement en tête et une belle opération pour Bergerac-Périgord qui n'est plus qu'à un petit point du leader, le Gol FC.
Bergerac donc deuxième devant Vendée-les-Herbiers. On retrouve à la 6e place Angoulême-Charente avec 20 points. Le Stade Bordelais est 12e avec 17 points. 17 points également pour Trélissac qui est 13e. Et puis dans le bas de tableau, vous le voyez, toujours Vierzon, Lanterne Rouge avec 9 points. Le calendrier maintenant de la 16e journée de championnat de National 2. Le Stade Bordelais recevra Moulins-Isère. Il y aura la rencontre entre Bourges Foot 18 et Bergerac Périgord. Et puis Trélissac rendra visite à la réserve du FC Lorient. La rencontre entre Angoulême-Charente et le FC Chamalières se jouera plus tard. Ça se jouera le 18 février, et ce en raison de la Coupe de France, puisque Chamalières est toujours en course et jouera ce week-end face au Paris FC. Le National 3 maintenant avec les résultats de la 12e journée concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Match nul, 1 but partout entre l'ES Guérétoise et Porte entre deux mers. Victoire nette et sans bavure de l'Aviron Bayonnais FC 3-0 face à la réserve des Chamois Niortais. Victoire en déplacement de l'US Lèche Cap Ferré qui continue sa belle série. Victoire 3-1 sur le terrain du CA Neuville. 2-2 entre les Genêts d'Anglet et Châtellerault. Et puis victoire éclatante de la réserve du Pau FC, mais également du FC Libourne. Victoire 5-0 des joueurs de Libourne qui, vous allez le voir tout à l'heure au classement, réalisent une belle opération en prenant la tête des opérations. Et puis le match des réserves qui avait lieu dimanche entre la réserve des Girondins de Bordeaux et la réserve du Pau FC. Victoire 3-0 des Béarnais. Un match qui était suivi par la caméra de LFNA TV. C'était Florian Sabatier qui était du côté de Bordeaux. Le reportage tout de suite de Florian Sabatier. Début de cette rencontre de National 3 pour ce choc entre la réserve des Girondins de Bordeaux et du Pau FC dans ce derby aquitain. Du côté des Marinés Blancs, beaucoup de joueurs de l'effectif professionnel sont venus gonfler les rangs à l'image de Tom Lacou, Émeric Depucet ou encore Marvin Delima. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les hommes au scapulaire qui se mettent en évidence. Julien Vétro parvient à lancer Kenny Peringuel. Ce dernier va tenter sa chance, mais sa frappe fuit le cadre palois. Mais les visiteurs ne sont pas en reste puisque dans la foulée ou presque, Marius Ross va prendre son couloir avant de centrer au second poteau, mais la tête plongeante de l'attaquant n'est pas cadrée. Pau insiste sur un coup franc lointain d'Agui Pavio, contrôle et ouvre la marque d'un intérieur du pied, 1-0. Bien lancé, les Palois récupèrent des ballons très hauts et se hâtent de bien jouer en contre. Sonny DG s'échappe côté droit et tente sa chance, mais Garrigue Bernou veille au grain. Bordeaux va tenter sa chance sur corner. Pau ne parvient pas à se dégager et sur un décalage de Peringuel, Tom Lacou tente sa chance, mais là aussi le cadre n'est pas trouvé. Mais les visiteurs veulent enfoncer le clou et profitent d'une bévue de Jacques Écomier. Toutefois, le gardien reste vigilant. Fin de cette première période et c'est le Pau FC qui mène par 1-0. Au retour des vestiaires, les hommes de Rémi Turchi vont mettre les mêmes ingrédients. Sur un long ballon du gardien de but, Pau profite d'une mésentente de la défense girondine pour récupérer le cuir et d'un astucieux et subtil lob. Sonny DG vient mettre le ballon du break et enfoncer un peu plus les Girondins. Mais quelques minutes plus tard, suite à une touche, Jacques Écomier commet l'irréparable, ne voyant pas son adversaire. L'arbitre siffle et sort logiquement le carton rouge. Pau continue et ne sera pas loin de mettre un troisième but sur une belle reprise de pied gauche qui fuit le cadre. Bordeaux tentera sa chance sur coup franc, mais la tentative de Logan Delaurier-Chaubet ne trouve pas le cadre. Mais le promu de National 3 ne veut pas en rester là. Et sur un beau mouvement à deux, Nicolas Delpech trompe le gardien bordelais pour le 3-0. Enfin, les Marinés Blancs se procureront une dernière occasion, mais cette fois-ci, le gardien veille au grain pour garder sa cage inviolée.
Fin de cette rencontre et le Pau FC s'impose logiquement sur le score de 3-0 contre les Girondins de Bordeaux. Ouais, un peu déception en effet d'avoir perdu, ça c'est clair. Après en effet sur le contenu aussi. Maintenant, le fait qu'il y ait des joueurs en effet qui redescendent du dessus, c'est pas forcément gage sur des matchs. Normalement ça doit être des plus-values. Maintenant voilà, et il y a aussi un adversaire, les conditions qui ont fait que ça n'a pas tourné pour nous aujourd'hui tout simplement. Après il y a une belle équipe aussi en face qui elle aussi est dans le même schéma, une équipe réserve avec des joueurs qui s'entraînent aussi tous les jours avec un groupe professionnel et puis qui a aussi du vécu en Ligue 2, donc voilà. Ouais, c'est une victoire, on est très content, c'est une belle victoire face, comme vous avez dit, à une bonne équipe avec des joueurs qui jouent régulièrement pour certains en Ligue 2, donc c'est une belle performance. Voilà, les garçons, au-delà du jeu, enfin, on parle souvent de technique, de tactique, moi ce que je retiens surtout c'est la détermination qu'ils ont eue, c'est le courage qu'ils ont, l'intensité qu'ils mettent. C'est surtout ça qui fait notre force depuis aujourd'hui et ils sont récompensés vraiment de tous leurs efforts depuis quelques temps et je suis très très content pour eux. C'était un reportage donc de Florian Sabatier avec la belle victoire de la réserve du Pau FC 3-0. Les résultats qui ont eu pas mal de conséquences, je le disais, au classement avec un changement de leadership. C'est le FC Libourne qui s'installe dans le fauteuil confortable de leader de ce championnat de National 3. Le FC Libourne qui devance de 2 petits points l'US Chauvigny, désormais deuxième. Les Genêts d'Anglet sont sur le podium à la 3e place devant l'US Lège Cap Ferré qui est bien revenu grâce à sa série de victoires. La réserve de Pau est 5e, la réserve des Girondins 6e. Châtellerault est 7e. Le Stade Poitvin continue de glisser, désormais 8e le club de Poitiers, 9e le CA Neuville, 10e l'Aviron Bayonnais FC avec le même nombre de points que la réserve de Niort et Porte-Entre-deux-Mers qui est 12e. Et puis dans le bas de tableau, l'ES Guérétoise est 13e avec 9 points. Toujours lanterne rouge, le Stade Montois avec 2 petits points. Le calendrier maintenant de la 13e journée de National 3 avec le nouveau leader, le FC Libourne, qui recevra les Genêts d'Anglet. L'US Chauvigny va accueillir l'ES Guérétoise. La réserve des Girondins de Bordeaux va se déplacer sur le terrain de l'Aviron Bayonnais. L'US Lège Cap Ferré sera opposé à la Lanterne Rouge, le Stade Montois. La réserve de Pau jouera face au Stade Poitvin. La réserve de Niort, elle, accueillera Châtellerault. Enfin, la rencontre entre Porte-Entre-deux-Mers et le CA Neuville. Il n'y avait pas que du championnat. Ce week-end, il y avait également la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec le 7e tour de cette épreuve que l'on aime tant. Le Biscarrosse Olympique Football Club était opposé au FC Grave. Une rencontre qui a été suivie, là encore, par la caméra de Florian Sabatier. Oui, oui, tout à fait. Donc, déjà, on est content d'être au 7e tour. Pour nous, ça fait un moment que ça ne nous est pas arrivé. Ensuite, c'est vrai, c'est un bon match à jouer. En plus, bon, ce soir, on a la chance, il fait bon. On va avoir une petite chambrée. Et puis, jouer 1-1, c'est toujours excitant, surtout pour les joueurs. Ça nous permet de voir un peu notre niveau. Non, depuis le début de saison, on avait annoncé, comme l'an dernier, on finit 2e à 1 point. J'avais annoncé haut et fort qu'on jouait la montée. Et pour l'instant, on est bien parti, mais une saison, c'est longue. Bon, pour l'instant, on va dire, quand je dis que tous les feux sont ouverts, et on est bien parti, on est sur le bon chemin. Début de ce tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine qui oppose le Biscarrosse Olympique Régional 3 au FC Grave Régional 1. Pas de round d'observation, ce sont les Landais qui se mettent les premiers en évidence sur une action rondement menée. Louis Sombré va fixer avant d'armer une frappe qui va être déviée. En second rideau, Pierre Comet surgit pour mettre le ballon au fond des filets pour l'ouverture de la marque. Les Biscarrossais persistent et signent sur coup de pied arrêté. Sur un corner très bien tiré, le capitaine Emmanuel Lombert surgit pour inscrire le but du break après 18 minutes de jeu joué. Mais les visiteurs vont avoir un sursaut d'orgueil quelques minutes après. Rudy Drussian va réussir à scorer pour permettre aux siens de garder de l'espoir dans ce match de coupe. Les joueurs du FC Grave continuent sur leur belle lancée, mais cette fois-ci, le cadre n'est pas trouvé. Nous sommes dans les ultimes minutes de cette première période et la défense landaise tergiverse quelque peu et voit une offensive adverse. Mais il faut un retour salvateur du latéral gauche de Biscarrosse pour écarter le danger.
Fin de ces 45 premières minutes et ce sont les locaux qui mènent à la marque. Au retour des vestiaires, les débats vont s'équilibrer quelque peu entre les deux formations. Biscarrosse va vouloir réaliser un mimétisme de la première mi-temps. Bien lancé dans la profondeur, Luis Ombré marque un superbe but, mais il est signalé en position illicite. Mais les joueurs visiteurs veulent faire respecter la hiérarchie de niveau. Et sur une action limpide, Boldon Abueka est parfaitement lancé et va se ruer dans la surface adverse. L'attaquant du FC Grave va réussir à tromper le gardien au premier poteau sur une frappe légèrement déviée pour le but du 2-partout. Mais les Landais croient en leur belle étoile et repartent à l'attaque, mais cette fois-ci, le gardien adverse veille au grain. Les Landais insistent et cette fois-ci sur une passe en retrait volontaire. L'arbitre de la rencontre siffle un coup franc indirect dans la surface de réparation. Les joueurs visiteurs vont réussir à s'en sortir, mais dans la foulée, sur une frappe déviée de la main, l'arbitre désigne le point de pénalty à moins de 15 minutes du terme. C'est Pierre Comet qui s'élance et arme une frappe puissante que le gardien ne parvient pas à sortir pour le 3e but à 2. Fin de cette rencontre et c'est le Biscarrosse Olympique qui réalise l'exploit et se qualifie pour la suite de la compétition. Oui, je suis effectivement très satisfait, très fier d'eux. On n'avait aucun risque à prendre, c'est que du bonus. En gros, si on perdait, c'était normal. Par contre, si nous, on le gagnait comme ce soir, ben, c'était un pseudo-exploit. Mais quand je dis exploit, c'est pseudo parce que les joueurs ont été bons, ont bien maîtrisé le jeu, on n'a pas fait que défendre, loin de là, on s'est créé des occasions et je suis super fier d'eux, d'autant plus qu'on venait de se faire éliminer en Coupe des Landes. Donc du coup, on continue en Coupe d'Aquitaine et pourquoi pas avoir un autre gros à la maison pour le public, ça serait cool. Et bravo au club de Biscarrosse, le club des Landes, pour cette superbe qualification. Autre rencontre du 7e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, celle qui opposait l'AS Soyaux et le FC Rochefort du côté du stade Léo Lagrange. C'est Touami Nassiri qui était présent du côté de Soyaux pour ce reportage à suivre, LFNA TV. C'est tout un club qui se prépare à cette superbe affiche du 7e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine pour continuer à écrire son histoire. Alors moi c'est Christophe, président de Soyaux depuis le 1er juillet de cette année. Voilà, on a un club extraordinaire avec 250 licenciés, une trentaine de bénévoles qui sont des gens fabuleux et des très bons entraîneurs. On a restructuré le club de façon que tout le monde reste à sa place. Voilà, aussi bien les éducateurs que les bénévoles, que les joueurs. Je profite de ce moment pour féliciter les gens de l'équipe d'avant, avec Bruno Clérambeau, qui était un président extraordinaire également. On s'appuie sur une école de foot riche, très riche, puisque les gens de Soyaux représentent 80% des licenciés, et que toutes les personnes qui veulent venir soient les bienvenus. Ils seront très bien accueillis. Le coup d'envoi de ce match est donné par Rochefort FC. Et pour les visiteurs qui n'inquiètent pas le portier sejoldicien, bien sur ses appuis pour arrêter cette première frappe. C'est au tour de Soyaux de réagir par Yassine Bencher qui voit sa frappe détournée par le gardien adverse. Bien lancé par Fred Navarlas qui trouve Amadi Jassim qui tente d'une frappe qui passe peu du but de Gérald Delaporte. Les hommes de Patrick Mondo mettent la pression dans le camp adverse et c'est encore un Jassim Amadi des grands jours qui est tout près de tromper le portier de Rochefort. C'est la 26e minute, l'écart de 2 divisions est loin d'être visible, les Segelsiens sont en feu et c'est Babasila qui se heurte au gardien adverse impérial. Les visiteurs réagissent à la 29e minute, mais la frappe d'Antoli de Oliveira n'est pas cadrée. On tente le tout pour le tout à Soyaux, mais la frappe à bout portant de Fred Navarlas passe au-dessus des buts. On construit bien du côté de l'AS Soyaux et c'est à nouveau Jassim Amadi qui s'amène bien le ballon côté droit
mais sa frappe n'est pas cadrée. On est à la 44e minute, les visiteurs réagissent par Anthony De Oliveira, mais ils ne trouvent pas le cadre, mais alerte le portier sojaldicien. C'est la 46e minute, Thomas Chartois trompe Dalil Hamadi, ouvre le score ici à Soyaux contre toute attente. Et l'arbitre de la rencontre envoie les deux équipes au vestiaire. De retour sur le terrain, c'est l'AS Soyaux qui donne le coup d'envoi. Sur cette première occasion, bien emmenée par Yacine Bencher, qui décale Abba Bassila dans les 18 mètres, qui croise un peu trop sa frappe. Les visiteurs profitent d'une mauvaise entente dans la défense sojaldicienne. David Valade tente une frappe instantanée que le portier adverse repousse dans ses buts. Rochefort mène 2-0. C'est les temps forts pour les visiteurs qui déroulent dans cette seconde période et sur un centre de Joachim Dessouza, c'est le latéral au second poteau qui reprend le ballon de la tête et finit dans les filets de Dalil Hamadi. L'AS Soyaux tente de réagir, mais le portier adverse des grands jours arrête toutes les offensives. L'AS Soyaux ne lâche rien et c'est au tour de Fred Navarlas de tenter sa chance, mais sa frappe n'est pas cadrée. Ce dernier, omniprésent au milieu, décale sur Yacine Bencher, mais ne trouve pas Jassim Hamadi trop court, et c'est Redouane Mehaya qui trompe le gardien de Rochefort FC et réduit le score à 3-1. En fin de match, les hommes de Martial Michael Brensis trouvent encore le but sojaldicien par Karamba Diaby qui marque et mène par 4-1. Peu de temps après, l'arbitre siffle la fin de la rencontre et c'est Rochefort FC qui s'impose ici à Soyaux et se qualifie pour le 8e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Ouais, tout à fait. À chaque fois, c'est toujours pareil. Le plus petit est toujours plus motivé que le plus grand. On s'échauffe. Il est tombé des trompes d'eau pendant 20 minutes. Le terrain est en partie catastrophique. J'avais dit aux joueurs qu'aujourd'hui, il fallait être fort mentalement. Voilà. Fort physiquement, attendre le bon moment, mettre un peu plus de rythme, même si le terrain s'y prêtait pas à chaque fois. Mais on a su faire ça. Voilà. Ce qui nous a manqué, c'était l'efficacité en première mi-temps en fait. On a eu des occasions nettes qu'on n'a pas pu concrétiser et le gardien a dû faire de beaux arrêts, je pense, qui les a remis là-dedans et que les regrets qu'on pouvait avoir, c'est sur la première partie où on avait l'occasion pour au moins ouvrir le score. Peut-être pas remporter le match, mais ouvrir le score au moins. Parmi les autres équipes qualifiées lors de ce 7e tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine, on retrouve notamment le FC Bressuire qui sera au 8e tour. Ce sera également le cas des Croisés de Bayonne, de l'ESA Brive, de l'UA Cognac Football, du Toire Football 79, de Tulle Foot Corrèze ou encore de l'ASPTT Cap Onis, de l'AS Panazol et de l'US Senon ainsi que de Saint-Médard-en-Jalles. Bravo à tous les clubs de la région qui se sont qualifiés pour ce 8e tour de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. On passe maintenant au dossier de la semaine d'LFNA TV, un dossier consacré au foot en marchant et pour parler de cette discipline en plein essor sur le territoire français mais également en Nouvelle-Aquitaine, j'accueille un joueur de l'équipe d'Oléron, Oléron Walking Football. C'est Joël Godin qui est avec moi en plateau qui nous fait l'honneur de répondre à l'invitation d'LFNA TV. Bonsoir Joël. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Joël, le rôle précis... joueur, homme à tout faire, homme polyvalent, joueur qui dépasse ses fonctions, comme on dit, du côté de l'Oléron Walking Football. J'essaie d'animer ce groupe qui prend beaucoup de plaisir chaque week-end. Voilà, tout simplement. Et puis, on participe au championnat départemental et on est dans l'aventure avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2023. On va en parler dans un instant, mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du foot en marchant, petit reportage signé LFNA TV, vous allez le voir, une discipline qui réunit des joueurs venus d'un petit peu partout. C'était un événement du côté d'Aulnay, vous allez en savoir plus. Le foot en marchant dans LFNA TV, c'est tout de suite. C'est un sport qui a commencé, le sport est lancé en Angleterre
je pense, 2007. C'est venu avec Ted, le responsable des foot en marchand, qui est venu nous voir pour savoir si on voulait les accueillir au sein de notre club. Et puis, bon, il n'y a pas eu de problème. Et tout compte fait, on ne le regrette pas parce que ça fait quand même à peu près une 50aine de licenciés en plus. Et puis alors, des gens sympathiques qui nous posent aucun problème. Nous sommes très bien accueillis à Aulnay. Le club et le président sont très gentils. Et de fois en fois, il y a un problème avec les langues, mais c'est pas très dur. Ils sont venus nous voir, nous montrer ce que c'était, nous expliquer les règles un peu. Bon, c'est vrai que c'est intéressant pour la santé de tous, hein, parce qu'ils sont... Bon, le monsieur qui est là, qui a 85 ans, bon, il se débrouille pas mal. Je voudrais bien être comme lui à ce âge. Voilà. Là, au foot en marchand, on y trouve son compte parce qu'il y a tout ce qui est santé. Donc ça veut dire au niveau cardiovasculaire, c'est super intéressant parce qu'on ne pense pas comme ça, mais c'est intensif. Et on retrouve tous les aspects du football, se placer dans les intervalles, entre les lignes, etc. Le foot en marchand, pour l'avoir essayé, c'est quelque chose de super. Normalement, et ici, parce que le terrain n'est pas très grand, normalement nous jouons avec 10 joueurs. Mais les tournois, peut-être, il y a 6 joueurs par équipe. Les règles sont toutes adaptées pour la sauveté et la santé. On ne peut pas courir, on ne peut pas utiliser la tête. Si le ballon monte plus de 1,83 m, c'est un coup franc à l'autre équipe. On ne peut pas tacler de l'arrière ou à côté. On doit tacler en avant. C'est interdit de faire ça. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit pour le gardien. C'est interdit comme ça. Interdit. On ne regrette pas parce que franchement, le district est content et il y a d'autres clubs voisins qui s'y sont mis. Voilà, donc c'est pas mal et j'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de clubs qui ont déjà mis en place des entraînements. On a 8 sections foot en marchand qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire qu'elles ont des entraînements réguliers. On a des pratiquants qui pratiquent depuis quelques années et qui, eux, ont envie de se mesurer. Hein. Donc pour certains, c'est se mesurer sur nos plateaux et puis c'est se mesurer à l'étranger. Donc il y en a qui ont envie de découvrir et donc là, avec l'équipe de l'US Aulnay, qui est le berceau du foot en marchand dans notre département et en France sans doute, ils sont déjà allés se mesurer au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas. Le foot est très très lent parce que nous avons beaucoup de joueurs qui sont âgés plus que 70 ans. Mais après, nous avons un repas tout ensemble. C'est très convivial. Le super reportage sur le foot en marchand, c'était du côté d'Aulnay. Alors justement, on va en parler d'Aulnay de Saintonge en Charente-Maritime, puisque il y a une journée pour proposer une formation pour devenir éducateur ou éducatrice de foot en marchand. Vous allez le voir à l'image. Voilà cette infographie. 2 conditions: être licencié Fédération française de football et être âgé de 16 ans minimum. Ça se passe à Aulnay donc le 28 janvier de 8h30 à 17h30. Joël Godin, on le rappelle, est avec nous en plateau, notre invité membre du club de l'île d'Oléron, Oléron Walking Football. On suppose que comme toute discipline en plein essor, c'est ça aussi le besoin principal, en dehors d'avoir des partenaires financiers, c'est aussi d'avoir des bénévoles pour le foot en marchand? Oui, puis la partie formation est importante parce que le stage qui est proposé, bien sûr, va permettre à chaque club de se structurer et puis de se préparer à l'avenir. Du côté de l'Oléron Walking Football, vous êtes combien là d'encadrants, d'éducateurs? Actuellement, on est 3. Donc 3 diplômés en plus, n'ayant peut-être pas reçu cette formation de Walking Foot, mais on a déjà un certain nombre de diplômes sur l'encadrement technique. Et vous êtes combien de pratiquants au sein du club? Actuellement, on est 18 licenciés
plus 2-3 sympathisants qui viennent de temps en temps découvrir. Alors, si vous voulez eh bien, devenir éducateur foot en marchant, vous allez sur le site de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Il y a une fiche à remplir. Ça prend quelques secondes. Vous pouvez donc vous inscrire à cette journée de formation éducateur foot en marchant. Quand on a été éducateur de foot classique à 11, a priori, on peut s'en sortir, Joël. Bien sûr, comme partout, il faut savoir s'adapter, notamment à des gens qui découvrent, des gens qui n'ont jamais tapé dans un ballon, heu, différentes catégories, des gens qui reprennent le sport aussi, donc point de vigilance. Voilà, mais comme c'est un sport loisir, il faut que ça soit ludique et puis, bah, que chacun puisse y trouver, du plaisir, Et on peut dans y une bonne ambiance. Voilà, c'est ça, on peut y trouver du plaisir, en plus pendant longtemps, parce que l'avantage du foot en marchant, notamment dans le cadre du sport santé, c'est quelque chose qui peut convenir aux seniors, hein, on va le dire. Ça permet aussi à des femmes, à des personnes, pourquoi pas, qui souffrent d'un handicap de s'y mettre. Ça réunit un public beaucoup plus large finalement que le foot à 11 ou le foot à 7. Effectivement, lorsqu'on a démarré la section en 2019, beaucoup de personnes se sont joints à nous, mais c'était dans une période difficile avec le Covid et avant de parler, de jouer au ballon, c'était surtout un lien social et je pense que ces gens-là sont toujours présents et prennent beaucoup de plaisir à se retrouver et notamment sur une île comme l'île d'Oléron, effectivement, beaucoup de personnes ne se connaissaient même pas. Ça a commencé quand et comment d'ailleurs cette aventure magnifique de l'Oléron Walking Football? Bah, très simplement, il y a 2 personnes qui ont appelé, Ludovic Martin, qui lui, m'a demandé un petit peu de les rencontrer comme je suis à la commission technique du district de football et très simplement, ils ont souhaité qu'on mette en place, une activité, le dimanche matin de 10 heures à 12 heures et on a commencé sur un city, et puis, bah, on s'est rapproché près du club d'Oléron et sont à disposition soit le terrain en herbe à Saint-Georges, soit le terrain synthétique à Saint-Pierre et donc on a toutes les conditions toutes les conditions sont réunies, pardon, pour réussir quelque chose de bien et de convivial. On préfère quoi quand on joue au foot en marchant, le synthétique ou le gazon? Parce que le synthétique a souvent la réputation aussi un peu de, pourquoi pas d'accélérer le jeu, sauf que quand on marche, du coup, il faut suivre le ballon. Ça va un peu plus vite sur synthétique, mais on a quand même, de belles installations à Saint-Pierre et le terrain de Saint-Georges qui a été refait, au niveau de l'herbe, c'est appréciable parce que c'est pas les mêmes, amortis, c'est un peu moins traumatisant pour les articulations, donc on y prend aussi beaucoup de plaisir sur la période estivale. On l'a dit, discipline en plein essor en Nouvelle-Aquitaine, notamment dans votre district en Charente-Maritime, puisqu'il y a une dizaine de clubs maintenant, c'est ça, Joël? Actuellement, il doit y avoir, 12 clubs qui font le championnat, départemental. Alors championnat entre guillemets, c'est D1, D2, qui était auparavant élite et puis classique et découverte et là, à partir du mois de décembre, suite à la réunion, technique, il y a une section découverte qui va démarrer là, sur les 3 prochains mois. Ce qui permettra d'avoir des niveaux de jeu cohérents par rapport aux aptitudes de chacun. Et puis aussi, en fonction des clubs, bah, tout le monde est pas en mesure de se structurer pour avoir, 1 ou 2 équipes. Donc, il y a aussi des fois, des échanges qui se font. Donc, en toute simplicité. En toute simplicité, en toute convivialité, également. Si, vous habitez dans le coin, de l'île d'Oléron, et que vous souhaitez, pourquoi pas, vous intéresser à cette discipline, il y a des entraînements, je suppose, Joël, la semaine? Alors, tous les dimanches matins, de 10 heures à 12 heures, sachant qu'on a un plateau qui est organisé chaque mois. Donc, ça fait 3 séances, mensuelles. Et les matchs, du coup? Les matchs ont lieu toujours le dimanche matin de 9h30, de 9 heures jusqu'à 12h30. Donc l'entraînement est après les matchs, finalement? Ah mais les matchs, c'est organisé par le district, donc ça se déplace les plateaux, dans le D'accord. départemental. Et il y a aussi des matchs, internationaux, parce que j'ai la chance d'avoir à ma droite, Joël, un international français, mine de rien, dans LFNA. C'est pas tous les lundis qu'on reçoit un bleu, un international, français. On en rigole, mais c'est aussi une aventure humaine extraordinaire à vivre parce qu'on le rappelle, en mai 2023, il y aura la coupe du monde de walking foot, qui sera du côté de l'agglomération de Manchester. Alors ça s'appelle, précisément Derby. Derby? Le lieu, c'est Derby, Oui, ouais. Derby, tout à fait. Le nom de la compétition, c'est Challenge des destinations. Alors, il y aura des équipes du Pays basque espagnol, du Pays de Galles, d'Irlande,
comme on l'a vu dans le reportage d'Angleterre, également d'Italie. Vous allez y participer a priori, Joël. Ça, c'est, je suppose, dans une vie, on n'a pas tous la chance d'avoir une sélection avec une équipe de France, peu importe l'équipe de France. Je crois qu'on ne pouvait pas s'imaginer ça il y a encore quelques mois. Donc c'est une aventure. Je ne sais pas si on sera sélectionné au mois d'août. Pour l'instant, le programme est chargé. On a un premier stage de cohésion le 28 et le 29 janvier donc, sur Oléron, qui va regrouper l'ensemble des 16 présélectionnés avec notre sélectionneur Florent Terron. Ensuite, au mois de février, nous avons un stage de 4 jours au Maroc avec des oppositions, bien sûr, internationales. On enchaîne ensuite à Pâques sur 4 jours au centre technique à Saint-Sébastien-sur-Loire, suivi d'un tournoi international. Et puis début juillet, on ira faire des rencontres internationales pour se préparer en Irlande afin d'être opérationnel et notamment je suppose, les 12 joueurs qui sont retenus pour faire la Coupe du Monde fin août. Ouais, c'est une Ah, vraie organisation, un vrai calendrier de presque sur les pro. plus 60, ouais, notre sélectionneur nous a préparé quelque chose de cohérent. Bon, ça va être en tout cas une aventure incroyable à vivre. Sur les 16 qui vont faire partie du stage pour notre région de la Nouvelle-Aquitaine, il y a combien de joueurs néo-aquitains, Joël, dans cette sélection? Ben, là, actuellement, il y en a 4 de Charente-Maritime. Déjà, c'est sympa de la part du sélectionneur d'avoir pensé à l'île d'Oléron. Ça permet aussi de regrouper un certain nombre de joueurs sélectionnés parce que certains viennent de Bretagne, d'autres viennent de Châteaudun, d'autres d'Angers. Il y en a un qui vient du Var. Donc, ça permet de raccourcir. Et puis, bah, le lieu est intéressant aussi. Donc, on a essayé de mettre tout en œuvre pour que bah, l'équipe de France soit bien accueillie dans de bonnes conditions. Et je tiens à remercier bien sûr le club de l'île d'Oléron et son président Greg Poitou. Le président du club de l'île d'Oléron que l'on salue, ça va être quoi l'objectif, Joël? Prendre du plaisir avant tout? Prendre du plaisir, certes, les 2 jours sont quand même assez soutenus. Le programme qui est prévu, pas beaucoup de temps libre, un peu de convivialité et puis surtout, heu, bah, on retrouve quand même des partenaires avec qui j'ai joué il y a 40 ans et avec le même état d'esprit vraiment, simplicité, respect, plaisir. Et c'est ça, effectivement, l'avantage du foot en marchant, c'est comme on prolonge sa carrière, entre guillemets «de footballeur», on peut retrouver des amis d'enfance, d'anciens, potes de vestiaire et prolonger, l'aventure assez, longtemps. D'ailleurs, on suppose que même entre équipes, finalement, Joël, vu qu'il y a moins de contact et moins d'agressivité, ça doit forcément être plus fair-play aussi, le foot en marchant? Tout à fait et puis, la plus grande difficulté, je trouve moi, c'est la concentration. Il faut être extrêmement concentré parce que tactiquement, bah, on ne peut pas jouer, dans l'espace. Il faut jouer dans les pieds, donc il faut se déplacer. Donc, beaucoup d'intelligence dans le jeu, savoir faire des passes cachées, se déplacer, dans le dos de l'adversaire. Donc, bah, là, on recherche bien sûr, un travail technico-tactique. Et finalement, on est moins bien quand on a les pieds carrés au foot en marchant, parce que si on n'a pas l'attaquant qui a une pointe de vitesse pour rattraper le ballon moins bien donné, bah, ça fonctionne pas. Bah, quand on parle d'intelligence de jeu, c'est l'intelligence du déplacement sans ballon. Et c'est une discipline évidemment que vous pouvez, découvrir. A priori, si vous habitez en Nouvelle-Aquitaine, il y a un club, pas trop loin de chez vous puisque c'est en train de prendre comme tout, sport en plein essor, Joël, on suppose qu'il y a encore des besoins. Vous avez parlé tout à l'heure de toute l'organisation, concernant l'équipe de France. Forcément, c'est aux frais des joueurs qui sont, convoqués. C'est pareil, on suppose, pour, Oléron Walking Football. Il y a toujours besoin de bénévoles, toujours besoin de partenaires? C'est le moment de faire un appel, Joël, s'il faut. Alors pour le club, bien sûr, les nouveaux sont les bienvenus. On est en autogestion, donc c'est facile, et puis chacun est discipliné, donc en termes de gestion, c'est facile. En ce qui concerne l'équipe de France, bien sûr, les coûts de déplacement, c'est des coûts réels, hein, autofinancés par chaque joueur sélectionné. Donc on a bonne espérance d'être attaché définitivement sur la Fédération française de football à court et moyen terme, mais aujourd'hui, on est sur une convention. Et on espère évidemment, que vous allez, briller. C'est tout le paradoxe. D'un côté, on est, Merci. fiers, d'être, sélectionnés en équipe de France, mais de l'autre, on compte les sous, Joël, dans cette période pas évidente. Bah, c'est un petit peu tout
tout le travail de l'ombre que font nos dirigeants, bien sûr, à la tête de la FFM, bien sûr, pour qu'on puisse œuvrer au quotidien et que l'aventure puisse continuer un certain nombre d'années. Et on vous rappelle donc 2 choses, les entraînements le dimanche matin si vous habitez du côté de l'île d'Oléron et que vous voulez, passer, voir, l'équipe de Joël pour, encourager ou pour peut-être, devenir pratiquant du foot en marchant. Et puis n'oubliez pas également, la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine qui organise, le samedi 28 janvier du côté d'Aulnay-de-Saintonge. Vous le voyez, dans le département de la Charente-Maritime, c'est de 8h30 à 17h30 pour devenir éducateur foot en marchant, c'est important. Il y a besoin de monde pour encadrer tout ça. Vous y serez, Joël, à Aulnay? Bah, malheureusement, nous, on est conviés par notre sélectionneur à l'île d'Oléron, donc on ne pourra C'est une pas bonne être. excuse. Voilà. Joël qui sera avec l'équipe de France. On souhaite évidemment le meilleur et pour le club d'Oléron et pour l'équipe de France. Il faut ramener la coupe à la maison. C'est ça sera une première et je pense que tout le groupe France serait ravi. Et on était ravis de vous avoir dans LFNA TV, émission qui touche à sa fin. Mais si vous avez manqué une partie d'LFNA TV, vous pouvez aller consommer l'émission en replay sur notre chaîne YouTube ou sur celle de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. On va se retrouver évidemment lundi prochain avec plein d'autres reportages. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission, à l'édition La Paire composée de Florian Sabatier et de Toimi Nassiri. Merci à vous pour votre fidélité et n'oubliez pas qu'il soit amateur, professionnel, en marchant ou en courant, le foot, ça reste un jeu. On est d'accord, Joël? Merci de votre invitation. Bonne soirée, Joël.